Avec notre informateur hockey, Pierre Lebrun. Pierre, on est passé à ça, de se parler en studio, de se voir en personne. Mais la météo à Toronto aujourd'hui qui en a décidé autrement, malheureusement. Oui, mon vol cancellé, on a de la oui. neige, on a de la neige, c'est correct. C'est le mois de janvier, il faut s'attendre à ça. Exact. Pierre, parlant de météo, tu as eu la chance de jaser avec Marc Bergevin hier, qui a été engagé à titre de directeur général associé des Sabres de Buffalo au mois de décembre. Donc, essentiellement, il a troqué les palmiers de la Californie pour le froid et la neige également de Buffalo. Il y avait un rôle similaire, on se souviendra, avec les Kings de Los Angeles. C'est un peu un mouvement de carrière latéral pour Marc Bergevin. Qu'est-ce qui explique qu'il ait pris cette décision-là? Oui, c'est ça que je voulais savoir, justement. C'est pas chaque jour que tu vois quelqu'un avec son expérience être numéro 2 à Los Angeles, puis là, vouloir être numéro 2 à Buffalo. Alors, c'est pour ça que je voulais avoir une discussion avec lui. Puis qu'est-ce que Marc Bergevin m'a expliqué, c'est que oui, écoute, il était très heureux avec les Kings dans les 4 dernières années. Il était très proche de Rob Blake. Lui puis Ken Holland, ça fait des années qu'ils se connaissent quand Ken Holland a remplacé Rob Blake. Fait que tout était correct à Los Angeles. Mais Jarmo Kekalainen, quand il est devenu DG à Buffalo, une des choses qu'on doit reconnaître, c'est Jarmo Kekalainen et Marc Bergevin, quand les deux étaient DG, Marc à Montréal et Jarmo à Columbus, c'était des grands chums. Et puis je me rappelle d'ailleurs, quand j'allais aux réunions des DG en Floride, tu voyais toujours Jarmo Kekalainen et Marc Bergevin ensemble, prendre un café, etc. Alors, c'est deux gars qui aimaient ça, s'entretenir ensemble, etc. Il y a vraiment une grosse amitié entre les deux. Alors ça, c'est un des aspects qui l'a attiré à Buffalo. Mais l'autre chose qu'il m'a dit, Marc Bergevin, c'est qu'il voit dans les Sabres tout un challenge unique, là, une belle chance là, de gagner, dans le sens qu'il y a beaucoup de talent. Puis le challenge, c'est, lui et Jarmo Kekalainen, comment on peut finalement figurer, comment prendre tout ce jeune talent et essayer finalement d'avoir une équipe qui figure comment gagner. Il ne dit pas que 100 ils vont le figurer, mais c'est justement cet aspect, ce challenge qui l'a motivé d'aller prendre la job à Buffalo. Puis l'autre chose qu'il m'a dit, Marc Bergevin, c'est que vraiment, là, Jarmo Kekalainen va vraiment l'utiliser dans une façon très sérieuse de jour le jour. C'est vraiment comme un one-two punch, on pourrait dire, là, avec les deux anciens, avec l'ancien DG du Canadien et l'ancien DG des Blue Jackets. Alors, c'est un bon défi. Oui, mais on regarde cette équipe-là qui allait absolument nulle part au début de la saison. Ça commençait à mieux aller peut-être une semaine avant l'embauche de Kekalainen, mais depuis, c'est 11 victoires à leurs 13 derniers matchs depuis l'arrivée de Kekalainen. Mais il y a une question qui me trotte dans la tête. Pour Marc Bergevin, on sait qu'il a bien failli avoir le poste du côté des Islanders de New York. Est-ce qu'il aimerait vraiment retourner directeur général d'une formation de la Ligue nationale de hockey? On se souviendra qu'il a occupé ce poste-là entre mai 2012 et novembre 2021 avec les Canadiens de Montréal. Est-ce qu'il veut encore une fois avoir ce genre de job-là? Oui, absolument, okay. Bon, Alex. Ça l'intéresse à Marc Bergevin, il ne s'en cache pas. Et puis d'ailleurs, ça fait partie des conversations entre Bergevin et Kekalainen que s'il y a une chance d'être DG quelque part d'autre, qu'évidemment, les Sabres et Kekalainen ne vont pas se mettre devant lui. Ils vont faire sûr qu'il est libéré de son contrat pour aller devenir DG quelque part d'autre. Alors, ça, c'est tout clair entre tout le monde. Et tu as mentionné le fait que si ça n'aurait pas été Mathieu Darche, probablement que ça aurait été Marc Bergevin qui était embauché aux Islanders le printemps dernier, mais aussi il y a 2 ans, Marc Bergevin qui a fait entrevue ici à Toronto pour le job des Leafs, qui finalement était à Braintree Living. Et aussi, pendant le même mois, il a fait des entrevues avec les Penguins de Pittsburgh pour la job que Carl Dubus a reçu. Alors, Marc Bergevin, quand même, a eu des chances, des entrevues, mais jusqu'à temps, il n'est pas encore devenu DG. Ouais, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines années du côté de Marc Bergevin. On parle maintenant de Brayden Point, du Lightning de Tampa Bay, qui s'est blessé à la jambe droite. Cam York, des Flyers, est tombé sur sa jambe à la suite d'un but de Brayden Point. Et là, qu'est-ce que tes sources te disent par rapport à cette blessure-là? On a entendu le Lightning de Tampa Bay dire que son cas va être évalué de façon hebdomadaire. Qu'est-ce que tu entends de ce côté-là? Et surtout, s'il devait rater les Jeux olympiques, parce que c'est peut-être une possibilité, quels sont les joueurs qui pourraient prendre sa place? Parce que je me souviens, la semaine dernière, tu m'as dit, dans la liste de réserve, il y a des joueurs qui sont peut-être appelés à remplacer des joueurs dans certains rôles. Quels sont les joueurs qui peuvent prendre la place de Brayden Point et surtout son rôle dans la formation canadienne?
OK. Bon, on va commencer avec Braden Point pour la mise Ouais. à jour. Le Lightning m'a dit aujourd'hui, Alex, qu'ils ne feront pas une autre mise à jour sur Braden Point pour un bout de temps, là, que la mise à jour que John Cooper a faite le lendemain, ça suffit pour le moment, que Braden Point est à la semaine. Bon. Qu'est-ce que moi je trouve intéressant là-dedans, et excuse pour finir qu'est-ce qu'ils m'ont dit de Lightning, c'est qu'ils vont attendre plus proche des Olympiques pour probablement faire une autre mise à jour. Bon. Qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, John Cooper a fait la mise à jour le lendemain de la blessure, mais l'équipe ne va pas encore rentrer chez eux à Tampa pour voir les docteurs. Alors, j'ai l'impression, c'est mon opinion, que John Cooper voulait mettre un aspect le plus positif possible là, sur Braden Point pour ses esprits, etc. Écoute, il est blessé, il n'y a personne qui s'en cache. Mais il y a d'autres gens alentour de tout ça qui pensent que c'est peut-être un peu plus sérieux que juste la semaine. On verra. Je peux te dire que j'ai parlé à quelqu'un aussi aujourd'hui qui est très proche de Braden Point qui m'a dit que Braden Point refuse de penser qu'il ne sera pas aux Olympiques, qu'il va tout faire pour essayer de se rendre à Milan. Alors, on verra. L'équipe canadienne a jusqu'au 11 février pour remplacer un joueur. Évidemment, je pense que le fait que l'équipe voyage le 7 février de New York en Italie, on va vouloir faire la décision probablement juste avant le 7 février. Parmi les options, si on doit le remplacer, il y a deux différentes façons que l'équipe canadienne pourrait se rendre là, Alex. Premièrement, est-ce qu'on veut remplacer avec un joueur qui est un peu semblable pour que son rôle soit remplacé directement? Si c'est ça, c'est le cas, tu veux un droitier, tu veux un joueur qui joue dans le top 6, parce que Braden Point, on se rappelle, là, il avait fini le tournoi aux Quatre Nations, sa première ligne à droite de Connor McDavid. Alors, c'est un gars de top 6 pour les Olympiques. Est-ce que ça serait un Wyatt Johnston qui est capable de tout faire, qui est un droitier, qui joue un rôle similaire à Dallas que Point joue à Tampa, ou avec plus d'offensif, est-ce que c'est Connor Bedard? Un autre droitier, Seth Jarvis, ou Mark Scheifele des Jets? Ou est-ce qu'on décide tout simplement de peut-être refaire les rôles un peu dans les joueurs qu'on a présentement et d'amener le joueur qu'on veut vraiment ramener, Sam Bennett? Il n'est pas droitier, c'est pas un joueur dans le top 6, mais c'est le joueur qui a été le plus difficile pour Doug Armstrong, le directeur général de l'équipe canadienne, à ne pas prendre le 31 décembre. Alors, il y a deux différentes façons de le faire, puis évidemment, c'est pas encore décidé. C'est merveilleux là-dedans, Pierre, c'est que le Canada a tellement de profondeur que Doug Armstrong, justement, a des options à sa main. Donc, écoute, évidemment, on souhaite que Braden Point puisse jouer aux Jeux olympiques, mais comme je le mentionne, beaucoup d'options pour la formation canadienne. Pierre, du côté de Vancouver, on le sait, on les a vus contre les Canadiens de Montréal. Ça va pas très bien. Ils sont derniers, d'une part, dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont perdu leurs 8 derniers matchs, dont les 3 derniers contre les Maple Leafs, les Canadiens, les Sénateurs d'Ottawa également. Puis depuis quelques mois, on parle beaucoup notamment de Kiefer Sherwood dans les rumeurs de transactions, qui est un joueur de location. Là, ça va tellement mal, on peut se poser la question, est-ce qu'on va peut-être vouloir toucher au noyau du côté des Canucks de Vancouver? Et la réponse est oui, Alex. Et puis ça, c'est un départ de ce qu'on pensait chez les Canucks il y a 2 mois. Il y a 2 mois, les Canucks disaient aux autres équipes, on veut tout simplement échanger certains vétérans, certains joueurs de location, mais on ne veut pas vraiment toucher notre noyau. Ça, c'était après l'échange de Quinn Hughes, évidemment. Mais les choses vont tellement mal, et puis évidemment, la saison est pas mal perdue dans le classement, qu'est-ce que Jim Rutherford et Patrick Alvey, les dirigeants des Canucks, ont décidé, puis qu'est-ce qu'ils communiquent avec les autres équipes maintenant, 2 mois plus tard, c'est qu'on est prêt à vraiment à parler de tous nos joueurs. Alors, tu prends un gars comme Elias Pettersson, mon collègue Darren Dreger en a parlé cette semaine à TSN. Là, tout à coup, les Canucks prennent des coups de téléphone sur Elias Pettersson. Bon, il fait 11,6 millions par année. Il reste 4 ans et demi sur ce contrat-là. Combien d'équipes veulent rentrer là-dedans? Écoute, son rendement est beaucoup meilleur cette année qu'il était l'année passée quand même. Mais c'est un exemple là, que les Canucks sont prêts à vraiment être flexibles dans leur pensée, à rebâtir l'équipe. Et l'autre chose que je te dirais là-dedans, c'est qu'il y a 2 mois, les Canucks pensaient peut-être que ça serait un rebâtissage vite fait, là, qu'on pouvait peut-être refaire les séries dans 2 ans. Là, je te dirais, je pense qu'on comprend chez les Canucks que le rebâtissage va peut-être prendre 3 ans, peut-être 4 ans. On va être un peu plus... je pense qu'on va se rendre compte là, que le travail qui s'en vient avec le rebâtissage de cette équipe.
Donc, ça va mal là, du côté de Vancouver. Bien, ça allait mal. Du côté de Columbus également. Columbus qui a été la première formation à congédier son entraîneur-chef lundi. Quelles sont les autres situations dans la Ligue nationale de hockey qu'on doit surveiller à ce chapitre-là? Oui, écoute, je te dirais que les deux formations où, écoute, au moins sur le niveau des partisans et des médias locaux, où ça chauffe, ça serait New Jersey et Los Angeles. Bon, on va commencer avec les Devils. Tom Fitzgerald, absolument, veut garder Sheldon Keefe comme entraîneur-chef. Il l'a dit hier aux journalistes de New Jersey, mais aussi, je peux te dire que c'est absolument, avec mes conversations aussi avec les Devils, c'est son coach. Il n'y a aucune idée dans sa tête d'aller congédier Sheldon Keefe. C'est son coach, tout à moins pour le restant de l'année. Alors, ça, c'est New Jersey. Sur le côté de Los Angeles, puis là, ça chauffe vraiment. Là, les médias à Los Angeles parlent souvent dans les dernières semaines que Jim Miller devrait se faire congédier. Puis écoute, on comprend pourquoi que l'idée commence, parce que Ken Holland, comme le nouveau DG à Los Angeles, a hérité Jim Miller. C'est pas lui qui l'a embauché. Alors déjà que ça met des idées, je pense, chez les journalistes à Los Angeles. Mais selon mes informations, présentement, Ken Holland aimerait se rendre à la fin de la saison avant de faire une décision sur l'entraîneur. C'est ce qu'il espère de faire. Bon, je ne peux pas te garantir si les Kings perdent 6-7 d'affilée là, à quelque temps dans les prochains quelques mois qu'il n'y a pas quelque chose qui arriverait, mais selon mes informations, présentement, sur le 15 janvier, Ken Holland aimerait attendre avant de faire un changement avec l'entraîneur. Donc, on va surveiller ces deux situations-là. Pierre Lebrun, merci beaucoup encore une fois. Et pour écouter la totalité de notre discussion, on vous rappelle, c'est sur la chaîne YouTube de RDS que ça se passe. Profite bien de la neige à Toronto, Pierre. C'est bien correct. Merci, Alex. À bientôt.